Oswald Padonou, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques. Je suis le président de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité. Merci. Alors, l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité est une jeune association qui a été lancée il y a quelques 2 mois, donc 3 mois, au mois de juin 2020. Et c'est une association qui regroupe donc des personnes intéressés par les problématiques sécuritaires, par les études stratégiques. Et ces personnes sont des universitaires, sont des officiers, sont des diplomates. Et ces personnes ambitionnent, dans le cadre de notre association, vraiment de constituer une communauté d'intérêt autour donc, des problématiques sécuritaires. L'idée étant vraiment que l'association puisse constituer vraiment un vivier d'expertise et un cadre d'échange stimulant entre ses membres. Alors, la création de cette association, simplement, ce qui a motivé l'association, c'est qu'on a ressenti le besoin de créer un espace qui ne soit pas un espace cloisonné où les militaires ou les civils, enseignants ou journalistes, tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Donc l'idée, c'est vraiment l'association, on a ressenti le besoin d'avoir un espace intégré, un espace dans lequel on retrouve tous ces acteurs-là qui ont un cadre d'échange qui leur permet chacun de tirer de l'autre, de tirer des expériences de l'autre, de tirer du regard que les autres acteurs portent sur l'action publique en matière de sécurité. Donc voilà, c'était précisément parce qu'on avait ressenti ce besoin d'avoir un cadre d'échange multi-acteurs qu'on a lancé cette association-là. Au Bénin, cette recherche sur la stratégie et la sécurité nous manque. C'est un domaine où nous avons beaucoup de besoins. C'est volontiers que moi j'ai voulu prendre part à être membre de cette association et puis de contribuer effectivement à la réflexion sur la stratégie, sur la sécurité. C'est très motivé que j'ai pris part à ces travaux et je vous invite parce que nous, forces de défense et sécurité, nous n'avons pas le monopole de la vérité en ce qui concerne la sécurité. Il faut des yeux extérieurs pour voir ça avec nous. La revue ESRA, elle est bisannuelle. Elle va sortir 2 fois dans l'année. Et cette année est une année particulière parce que finalement, les 2 numéros qu'on sort cette année, on les sort vraiment au 2e semestre. Mais à partir de l'année prochaine, on aura un numéro par semestre. Première chose. Deuxième chose, la particularité de cette revue, c'est qu'elle ne sera ni une revue purement dans les canons universitaires, ni une revue, on va dire, grand public. On essaie de créer un espace entre les deux. C'est-à-dire un espace dans lequel on a des articles scientifiques qui répondent vraiment, qui sont issus d'une démarche de recherche scientifique, une démarche avec des méthodes acceptées et qui permet donc de mettre à la disposition des professionnels une information, une analyse, des concepts qui permettent vraiment de créer cette communauté de sécurité-là. Oui, c'est l'un de nos objectifs, comme le docteur Padonou le disait tout à l'heure. Il faut améliorer la réflexion. Et il y a la réflexion avant l'action. Il faut la réflexion avant l'action. Et l'association est dans cette optique-là pour que tout ce qui sera découvert, tout ce qui sera fait, tout ce que sera découvert, disons, dans la réflexion puisse être implémenté au plan action et pour que la sécurité humaine aille mieux. D'abord, il faut saluer l'initiative. C'est comme un manque, à la limite, pour nous, ici, d'avoir cette association-là. Et je pense que, comme l'a dit le président de l'ABES, ces occasions nous permettront de mieux faire connaître les forces de défense et de sécurité. Et ça permettra aussi aux forces de défense et de sécurité de sortir de cette dynamique de renfermement que nous avons, parce qu'ailleurs, il faut communiquer, il faut dire ce qu'on fait, il faut rester transparent dans ce qu'on fait. Et c'est ça justement qui permet, pour ce qui nous concerne, nous les forces de sécurité, la police républicaine par exemple, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'aller à la coproduction de la sécurité. Nous montrer aux autres, nous ouvrir aux autres, pour amener les autres à travailler avec nous et bien entendu à avoir la sécurité partagée. Donc l'idée, c'est vraiment que la revue puisse permettre de mettre en communauté, de mettre en dialogue tous ces acteurs-là, de façon à ce que le public puisse apprendre, avoir des informations
de première main, des informations originales et des analyses vraiment qui sortent un peu des cadres traditionnels, c'est-à-dire des cadres théoriques universitaires, des cadres, on va dire, empiriques, basés sur des expériences qui ne sont pas forcément éprouvées avec des méthodes. Donc on crée vraiment un espace entre ces deux mondes-là, de façon à ce que la revue puisse être vraiment un instrument d'aide à la décision, que on puisse, à partir des articles qui sont produits dans cette revue-là, on puisse déterminer le sens qu'il faut donner à l'action publique en matière de sécurité. Honorables invités, la revue que nous nous apprêtons à lancer tout à l'heure et que vous tenez déjà entre vos mains est le fruit d'un partenariat entre l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité et la Fondation Konrad Adenauer. C'est un document qui se positionne dans un espace peu exploré en Afrique. En Afrique subsaharienne notamment, je veux parler de la sécurité. Cette revue se veut un espace de réflexion pour praticiens et théoriciens. Pour les premiers, il est un cadre rêvé pour partager leurs expériences et leurs questionnements. Et pour les seconds, c'est l'aubaine toute trouvée pour porter le regard scientifique sur les systèmes sécuritaires, mais à partir de données empiriques. Ce qui fascine dans ce document d'environ 80 pages, vous le constaterez en le lisant, c'est d'abord la démarche rigoureuse. Ensuite, l'originalité choisie comme boussole pour des réflexions sur l'objet sécuritaire. Je vais me garder d'en dire davantage parce que vous avez déjà le document entre vos mains, vous avez commencé par le lire. Je voudrais inviter pour son mot introductif le docteur Oswald Kwadonou. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques. Il est conseiller à l'état-major général des forces armées béninoises et il est justement le président de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité. C'est à ce titre que je voudrais bien inviter à ce pupitre le docteur Oswald Kwadonou pour son mot introductif. Alors, l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité est donc une association à caractère scientifique et à vocation régionale et internationale. Ses membres sont des chercheurs, universitaires ou non, des journalistes, des diplomates, des officiers, des fonctionnaires d'organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, des chefs d'entreprise, mais aussi des cadres du secteur privé. Alors qu'ils soient de nationalité béninoise ou non, qu'ils soient résidents au Bénin ou pas, les membres de l'ABES ont en commun leur intérêt pour les études stratégiques et les politiques de sécurité, avec la spécificité qu'ils voudraient participer à l'élaboration et à la diffusion globale des savoirs de cette sous-discipline des sciences sociales à partir du Bénin et en fonction de perspectives africaines. L'ABES vise spécifiquement les objectifs ci-après. Primo, produire et diffuser des savoirs originaux en études stratégiques et de sécurité, participer au débat sur les grands enjeux politiques et économiques globaux en apportant une voix béninoise singulière par son indépendance et son ancrage local et pluridisciplinaire. Contribuer, c'est le troisième objectif, contribuer à l'élaboration d'une pensée stratégique fondamentalement béninoise et africaine qui déterminera la conduite des politiques étrangères de sécurité au Bénin et éventuellement d'autres États en Afrique. Et enfin, constituer un cadre d'échange stimulant et un vivier d'expertise au service des organisations nationales et internationales dans les domaines de la paix et de la sécurité. Alors, nous avons choisi de traiter dans ce numéro des actions menées par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la réponse à la pandémie du Covid-19 en Afrique subsaharienne. Le colonel Nikes Rondirebo, qui a fait partie du comité scientifique et de coordination de ce numéro de la revue, vous en dira certainement plus et mieux tout à l'heure dans sa prise de parole. En ce qui me concerne, je voudrais, à cette étape de mon propos, à nouveau remercier la Fondation Konrad Adenauer, j'espère qu'il m'entend, pour son soutien, les membres du conseil scientifique et de coordination du numéro, le professeur Francis Akindes, le colonel Rondirebo, ici présent, le commissaire principal de police Combaté, directeur de l'école nationale de police du Togo, Dr Echap Mboura, Dr Abdul Karim Saïdou, Echap Mboura du Cameroun, Abdul Karim Saïdou du Burkina Faso, et Dr Toussaint Kounoro, donc de la Fondation Konrad Adenauer, qui se sont tous particulièrement investis dans la préparation de ce numéro. Pour la petite histoire, la revue Paix et Sécurité en Afrique francophone, qui est une initiative inédite du programme pour le dialogue des politiques sécuritaires en Afrique subsaharienne, a été lancée en novembre 2019 à Dakar lors du Forum international sur la paix et la sécurité organisé annuellement par le gouvernement du Sénégal.
Le franc succès qu'a connu ce nouveau bébé est à l'auteur de l'intérêt que les chercheurs, les experts et les divers partenaires accordent aujourd'hui à ce canal de réflexion de haut niveau. Cette aventure s'est d'ailleurs renforcée à travers le contrat de partenariat conclu cette année même avec l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité ABES, qui a désormais pris en charge la gestion de l'ensemble du processus de préparation, de réalisation et d'édition de cette revue. C'est le lieu d'adresser nos vifs remerciements à Dr Oswald Padrono, président de l'ABES, pour le dynamisme et la qualité du travail abattu malgré les contraintes du moment, mais aussi d'exprimer toute notre gratitude aux membres de l'équipe de coordination scientifique qui a travaillé d'arrache-pied sous la direction du professeur Francis Akendes. Aux éminents contributeurs à ce numéro 1, que vous soyez professionnels des forces d'armée et de sécurité publique ou universitaire, recevez nos chaleureuses félicitations. La thématique de ce numéro, Forces armées et de sécurité africaines en action face à la pandémie Covid-19, les dimensions de l'insécurité humaine, invite les uns et les autres à la réflexion sur les politiques de sécurité en temps de pandémie et d'urgence. Comment nos forces armées et de police font-ils face à des crises graves de sécurité sanitaire? Quelles sont leurs forces? Quelles sont leurs faiblesses? La variété des expériences opérationnelles inédites et singulières vécues ces derniers mois par plusieurs pays africains et plus ou moins coordonnées par les forces armées et de police dans la mise en œuvre des plans de riposte à la pandémie de Covid-19 constitue un nid de savoir que les rédacteurs de ce numéro ont voulu documenter sur les plans théoriques et empiriques. Mesdames et messieurs, honorables invités, depuis mars 2020, la Covid-19 s'est invitée dans les politiques publiques de santé des pays d'Afrique comme une préoccupation majeure. Le petit virus chinois a induit une crise sanitaire inédite, tournant majeur dans la politique africaine de défense et de sécurité. Face à ce drame, les forces armées et de police, ressources précieuses pour la sécurité des personnes et des biens, ont également été mobilisées et engagées dans la bataille. Mais avec quels moyens et quelles capacités d'intervention et même pour quels résultats? Autant de préoccupations auxquelles les panélistes de ce soir apporteront des précisions et des réponses au cours des 45 prochaines minutes que nous passerons ensemble. Ma première préoccupation ira à vous, colonel Nikes Rundirebo, vous qui êtes membre du comité scientifique et de coordination de la revue. J'ai bien envie que vous partagiez un peu avec nous les coulisses de la préparation de cette revue. Nous nous situons au mois de juin, quand l'initiative est partie. Le docteur Padrono a contacté un certain nombre de gens, parmi lesquels il y a des enseignants-chercheurs, il y a des experts des questions de sécurité, il y a des officiers supérieurs des armées de police. Ensuite, il y a un comité scientifique et de coordination qui a été constitué. Donc, au niveau de la revue, vous allez voir les membres de du dit comité. Et puis, il y a un chronogramme qui a été arrêté, qui donne un tout petit peu le séquençage des tâches à exécuter pour parvenir à la parution de la revue. À l'issue de cela, il y a eu un appel à contribution. Disons, il y a un document qu'on peut un peu identifier, comparer à des thèmes de référence, qui définit un peu le thème de la revue, les objectifs que vise cette revue, les axes de réflexion et les modalités en ce qui concerne la participation des soumissionnaires, c'est-à-dire ceux qui vont contribuer à la rédaction des articles. À la suite de cela, nous avons recueilli les propositions des contributeurs. Au total, je dirais, nous avons reçu au total 25 propositions de contributeurs et à la suite des évaluations par les différents duos, on a pu arrêter une douzaine de propositions. De ces 12
propositions d'articles, finalement, on en a validé 5. Et comme vous l'avez vu, vous le voyez, vous le lisez dans la revue, ce sont ces 5 articles qui forment la quintessence de la revue Paix et Sécurité en Afrique subsaharienne. Je voudrais à présent me tourner vers mon confrère André Dossard. Je le rappelais tout à l'heure, vous n'êtes pas seulement journaliste, vous êtes également un spécialiste des questions de sécurité et de défense. J'ai bien envie de vous demander, puisque c'est là également ce qui nous réunit ici ce soir, avez-vous, de votre position de professionnel des médias, perçu réellement l'implication des forces de sécurité et de défense dans la gestion de la crise liée à la Covid-19? Vous savez, le journaliste, ou si vous voulez, les médias en général, occupent une place importante dans le fonctionnement de la communauté, en ce sens qu'ils servent de passerelle entre les dirigeants et les citoyens. Ils contribuent à véhiculer l'information produite par les dirigeants au sein de la communauté, auprès des citoyens. Cela leur offre une position d'observation privilégiée. Lorsqu'on parle de la Covid, je parie que les organismes qui souvent désignent les citoyens qui ont marqué le monde, le citoyen du monde au cours d'une année, ce fut à un moment donné le manifestant. Je crois que cette année, ils doivent avoir désigné, si ce n'est pas encore fait, le médecin ou le soignant tout court. J'ai envie d'ajouter à cela que ce ne sera pas tout à fait exact, parce que les acteurs majeurs de la gestion de la pandémie de la Covid, ce n'est pas que les soignants. Il y a aussi et surtout les acteurs des forces de défense et de sécurité. Il y a également les acteurs des médias qui sont au front, qui sont en première ligne. Vous avez dû remarquer que dans la plupart des pays, notamment les pays africains, les mesures prises pour faire face à la pandémie ont essentiellement consisté à l'instauration de régimes juridiques d'exception, des couvre-feux, des états d'urgence. Et lorsqu'on parle d'état d'urgence, ça fait appel à des acteurs clés, les forces de défense et de sécurité. Ce sont ceux-là qui mettent en œuvre les décisions restrictives de liberté, qui aident à confiner les populations, ou qui aident à mettre en place des cordons sanitaires pour les pays qui ont opté pour cette stratégie-là. Donc, effectivement, juchés sur notre mirador, nous, acteurs des médias, nous percevons ce rôle de premier plan joué par les forces de sécurité et de défense. C'est le moment de nous dire quelle a été la contribution ou la partition de la police républicaine dans la riposte contre la Covid-19. Il faut dire que déjà, il était déjà annoncé l'hécatombe de la Covid en Afrique. Et donc, il y avait cette appréhension que nous avions au niveau des pays africains. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les pays africains ont quand même réussi à être moins impactés par les conséquences du coronavirus et moins impactés en termes de nombre de victimes. En termes de nombre de victimes, je voulais dire. C'est certainement dû à la manière dont peut-être nous avons mis en place les plans de riposte. C'est peut-être dit à autre chose, mais on retiendra quand même que dans la riposte, les pays africains ont réussi à quand même mieux faire face à cette pandémie-là. Nous avons vu qu'il y a des pays autour de nous qui ont opté pour le confinement avec le couvre-feu. Le Bénin est un des rares, sinon le seul pays à opter peut-être pour la mise en place d'un cordon sanitaire. Au final, on peut dire que la décision de prendre un peu de recul et de contextualiser la riposte à nos réalités socio-économiques ont permis au Bénin de répondre, je ne dirais pas forcément mieux que les autres, mais de répondre quand même. Et cette réponse a expliqué la mission des forces de défense et de sécurité. Parce que vous avez vu, il y a ailleurs, quand on a décidé de faire le confinement avec le couvre-feu,
les forces de défense et de sécurité ont été obligées d'être dans les missions de maintien de l'ordre. Parce qu'il y a à un moment donné des soulèvements des populations qui ne pouvaient pas tenir. Et pour ce qui nous concerne ici, la mission des forces a été juste de s'assurer que les populations respectaient les mesures qui ont été dites. Donc la proportionnalité de la riposte et de la mesure prise a impacté la mission des forces de défense et de sécurité. Ça a été plus facile, j'avoue que ça a été plus facile pour nous, parce que justement, les gens n'étaient pas confinés, parce que le gouvernement a estimé qu'en réalité, du fait de nos réalités socio-économiques, c'est quand même difficile de demander un confinement strict aux populations. Quand la bonne dame vit aujourd'hui avec la recette de la veille, vous imaginez que si d'aventure n'a pas pu aller au marché, comment elle vivra le jour? Et on sait très bien que sur le champ, il n'a pas été possible pour les différents gouvernements de mettre en place des mesures d'accompagnement. Donc c'est ça qui a fait qu'ailleurs les gens ont eu ça, mais chez nous ça a été quand même maîtrisé et ça a dû faciliter la mission des forces de défense et de sécurité. Madame Hilali, vous êtes en ligne. Parlez-nous un peu des impacts de cette crise sur les secteurs de la défense et de la sécurité, notamment au plan géostratégique et économique. Si nous devons répondre à votre question par rapport aux différents enjeux, aux différentes conséquences qui ont affecté ou qui ont affecté le pays, il faut d'abord comprendre que le Burkina Faso en particulier s'est armé face à la pandémie. En effet, il s'agit davantage d'un effort de guerre et c'est dans cette dynamique que nous avons essayé de traiter de cette question. Le gouvernement a lancé un appel de guerre contre le nouveau coronavirus. Il a ainsi appelé à la participation active des forces de sécurité et de défense en appui complémentaire aux populations face aux différentes ressources limitées du système de santé et de l'appareil sanitaire. Dans notre document, nous essayons de comprendre et d'analyser les différents manquements rencontrés, mais également comprendre les succès, puisqu'il s'agit avant tout d'apporter un certain éclirage sur la situation. En l'occurrence, face à cette pandémie mondiale, il est devenu urgent, il est devenu important d'essayer de comprendre la compréhension du danger, comment il s'est transformé. En effet, au-delà des frontières, au-delà des enjeux traditionnels, au-delà des acteurs traditionnels, cette pandémie mondiale a transformé notre perception du danger. Et cela doit et va se répercuter certainement dans l'organisation, dans la formation dispensée et également dans la corde des forces armées, de cet outil militaire en période de crise. Nous sommes ainsi revenus sur les différentes actions qui ont été menées au sein de la capitale burkinabé par ces forces de défense et de sécurité afin de garantir et de protéger les populations, mais également de limiter la propagation de l'épidémie. Nous avons essayé de collecter de manière empirique les différentes initiatives qui ont été réalisées dans cet accompagnement des potentiels cas de personnes contaminées, mais également en soutien aux dispositifs qui ont été mis sur pied pour protéger et limiter la dissémination du virus. Il s'agit là de comprendre le rôle d'une armée, le rôle des forces de défense et de sécurité, au-delà de la simple question qui s'arrêterait aux logiques strictement militaires. Et à partir de cette expérience, à partir de ces différentes expériences que nous avons relevées, nous avons essayé de comprendre comment l'accent a été mis en avant sur la communication dans ce contexte dégradé. Il faut rappeler la situation, le contexte particulier du Burkina Faso. Il faut comprendre
pourquoi et comment les actions positives des forces armées ont pu contribuer aux efforts vers la restauration d'un climat de confiance. Comment cette visibilité qui a été apportée aux forces de défense et de sécurité permet de revoir cette confiance citoyenne à restaurer à l'égard notamment du gouvernement, de l'État, de ces gestionnaires historiques de crise qui est aujourd'hui dans une grande difficulté. En tant que chef des armées, je n'ai rien à cacher, on avait effectivement un document de base pour faire face à des crises ou à des catastrophes. Maintenant, c'est à nous de voir pourquoi il y a eu cet écart. Disons que aux premières heures, il y avait eu plusieurs ministères et on devait avoir nos représentants. Disons comme c'était pour la première fois, sous l'effet, je dis bien sous l'effet de la précipitation, il y a eu quelques ratés. Mais nous allons étudier, analyser pour comprendre pourquoi il y a eu cet écart malgré les documents qu'on avait. Est-ce que c'est dû au fait qu'on n'a pas eu plusieurs répétitions? Ça, nous allons le voir. Donc, je pense que ça a été une bonne chose pour nous, pour pouvoir tester nos documents et ce que nous avons préparé à l'avance. Merci. Par rapport à l'expérience marocaine, donc c'était une politique générale dirigée et conduite par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a débuté par un confinement et une solidarité générale dont tout le peuple a contribué, que ce soit par la présence sur le terrain ou bien parce qu'il y a eu une caisse pour contrer cette pandémie, parce que, comme vous le savez, il y avait des postes, des fonctionnaires et des employés qui ont perdu leur travail. Voilà. Donc, par la suite, on a passé au déconfinement, mais l'état d'urgence sanitaire est toujours là. Par rapport à l'expérience béninoise, personnellement, je trouve que c'est une expérience très bien dirigée par tous les éléments et toutes les forces du Bénin sous la direction de son Excellence le Président Talon. Donc c'est une expérience on n'a pas passé au confinement, les frontières étaient ouvertes, mais on a passé au cordon sanitaire et on a vu que tout le peuple était impliqué, tout le monde respectait les gestes barrières, tout le monde portait le masque. Donc ça dépend pas juste d'une classe ou bien des intellectuels, mais c'était tout le peuple qui était impliqué, d'où on est aujourd'hui on est à 2200 cas, avec on a une quarantaine de morts. Alors que c'est vrai que c'est triste, mais personnellement je trouve que 40 morts, ça prouve nettement l'expérience béninoise qui a donné ses fruits par rapport à d'autres pays. Personnellement, chez nous, ce qui est triste aujourd'hui, par exemple, il y a eu 28 morts, 2438 cas encore. Donc, un jour chez nous, c'est le total de toute l'expérience Covid-19 au Bénin. Je pense que nous sommes à la fin de ce panel de discussion. Comme je vous le disais, la revue que nous avons lancée ce soir est un cocktail savoureux de contributions qui offre quelques matériaux de réflexion pour un changement fondamental dans l'organisation des forces armées. Je vous l'avais annoncé, c'est un très riche document. Je voudrais également remercier les panélistes de ce soir pour les apports, pour les contributions. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que tout n'a pas été certainement dit ce soir, mais le reste attendra, le débat devra se poursuivre loin de cette salle et peut-être à tous les niveaux possibles. Merci à vous d'avoir été là. Merci.
La suite, elle va être diffusée dans les universités, elle va être diffusée au niveau des décideurs. Et le prochain numéro, comme je vous l'ai dit, en préparation, parce que les 2 numéros, finalement, de l'année 2020 sortiront au 2e semestre. Donc, le 2e numéro est en préparation. Celui-ci servira d'aide à la décision, parce que nous avons abordé dans ce numéro-là un sujet qui n'est pas fini, qui n'est pas une actualité qui est encore en cours. Donc, sans doute, il y aura des mises à jour ultérieurement par rapport aux évolutions donc, de la pandémie de la Covid-19 et par rapport aussi à tout ce que les forces armées, les forces de défense et de sécurité peuvent être amenées à faire prochainement dans le cadre de la réponse à cette pandémie-là. Non, déjà quand vous voyez vous avez la revue en question, quand vous voyez les articles qui ont été développés, c'est de pouvoir voir ce que les autres pays ont pu faire. Parce que vous voyez au Burkina ce qui a été fait, au Cameroun ce qui a été fait, au Sénégal ce qui a été fait. Ça vous donne aussi, à votre niveau, vous faites l'autocritique des mesures, de la riposte que vous avez mis en place et voir comment vous pourrez vous préparer mieux si d'aventure il y a des situations de crise sanitaire du genre, comment capitaliser ce que les autres ont vécu et bien entendu ce que nous avons vécu aussi. Donc une revue comme ça qui nous donne une image de ce qui a été fait ailleurs, je pense que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment productif. Grosso modo, c'était un beau moment. Il faut vraiment féliciter le docteur Oswald Padono et toute son équipe et leur souhaiter une belle existence et de beaux jours aux côtés des forces armées du Bénin. C'est toujours un bonheur d'avoir un trait d'union entre les forces armées et les populations. Vous avez vu au cours des échanges, on est tout le temps revenu sur la grande muette en griffe, ceux qui ne parlent jamais, ceux qui ne partagent pas, ceux qui sont dans l'action et qui ne se soucient pas forcément de comment ils sont perçus. Et parfois, ils sont souvent mal perçus. Alors que quand on est plus proche d'eux, et cette revue-là permettra de connaître un peu plus ce qu'ils font, leur quotidien, et d'être un peu plus proche donc on ne peut que souhaiter que ça se pérennise et qu'il y ait d'autres numéros qui nous permettent bien évidemment d'avoir encore un peu plus d'informations sur leur quotidien. C'est une belle revue, bien écrite, scientifique. J'invite les politiques, les militaires, les journalistes, les hommes des médias et tous ceux qui peuvent lire à s'approprier tout ce qu'on a dit dans cette revue-là pour que la qualité de la réflexion sur la stratégie de la sécurité aille mieux au Bénin. La Fondation Konrad Adenauer a un programme qui, opportunément, s'appelle Programme sur le dialogue sur les politiques de sécurité en Afrique subsaharienne. Et justement, ce que nous voulons, ce que nous créons, c'est vraiment un cadre de dialogue. Donc nous avons une convergence d'intérêts. La Fondation est une fondation politique allemande qui met en œuvre un programme sur le secteur de la sécurité axé sur le dialogue entre les acteurs. Donc l'idée, c'est vraiment que les politiques de sécurité, pour qu'elles soient efficaces, doivent être consensuelles. Donc ça veut dire que en amont, dans les processus d'élaboration des politiques de sécurité, dans le processus d'élaboration des normes, il faut qu'il y ait le dialogue. Dans la mise en œuvre, il faut qu'il y ait le dialogue. Et on a vu à l'occasion de ce lancement-là, en ce qui concerne la Covid-19, qu'il y a par exemple des déficits de communication entre les acteurs qui font que parfois les résultats qu'on attend ne sont pas toujours ceux qu'on a espérés. Et donc de ce point de vue-là, nous avons cette convergence d'intérêts. Et il faut aussi dire que la Fondation est présente dans la région depuis très longtemps, s'investit sur ces questions-là avec des partenaires comme des associations professionnelles, des centres de recherche universitaires. Donc on a trouvé cette passerelle-là pour que notre action commune puisse permettre à chacun des partenaires d'atteindre ses objectifs. Et peut-être qu'il y a aussi la circonstance particulière qui fait que j'ai été en charge du programme de sécurité au niveau de la Fondation pendant quelques années. Et donc, il y a une sorte aussi de continuité de la collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer qui se transpose au niveau de l'association de béninoise d'études stratégiques et de sécurité. Ce qui est important, c'est de vraiment prendre conscience de la nécessité d'anticiper. Anticiper sur l'évolution des menaces, anticiper sur la nature des menaces, anticiper sur les capacités. Donc les capacités doivent précéder
les crises doivent précéder donc les situations dans lesquelles elles sont appelées à apporter des réponses. Donc je pense que c'est ce qui est, à mon avis, fondamentalement important à retenir, aussi bien pour les forces armées de sécurité que pour les autres acteurs de la société civile qui concourent à apporter cette réponse à la demande donc de sécurité humaine, de protection de la population. Vraiment, le besoin d'anticipation, à mon avis, est l'enjeu majeur que nous soulevons à travers donc, cette publication-là.